Je m'appelle Anne Margalin. Bienvenue dans la saison 3 de Sweet Papy Podcast. Partir ailleurs. Nous allons débuter ce voyage en partant dans l'espace. Dans un espace bien particulier, celui de Snøzelen. Snøzelen, c'est un espace d'accompagnement qui respecte la singularité de chacun. En avril 2022, j'interviewe pour la première fois Nadine Strub. Vous allez découvrir ici comment créer, avec mon invité, un espace sensoriel où la personne est au centre. Dans la première partie, diffusée aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'éveil corporel pour préserver la dignité de notre proche. Un voyage dans l'art de la relation, tout en douceur. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à garder ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Avec nos invités, nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches humanistes actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. Alors je vous remercie de passer quelques minutes avec moi pour écouter les conseils d'une experte aidante et rejoindre ainsi une grande communauté bienveillante en cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous. Bonne écoute! Je voudrais débuter exceptionnellement cet épisode par une histoire vraie de mon invité. Une dame âgée de plus de 100 ans m'interpelle en tendant la main vers moi à mon passage près d'elle. Je perçois son angoisse. Je lui propose de passer un moment ensemble, elle hoche de la tête et me signifie qu'elle préfère aller dans sa chambre. Je m'assieds à ses côtés, avec devant nous les fleurs qui ornent sa table de nuit. Elle vient poser sa tête sur mon épaule. Je l'entoure alors de mon bras. Nous restons ainsi, immobiles, respirant à l'unisson pendant près de 20 minutes. Progressivement, nous mettons fin à ce moment partagé et revenons vers la pièce à vivre commune. Elle accepte de s'installer dans le groupe et participe à l'animation en cours. Elle reste souriante et ouverte le reste de l'après-midi dans la collectivité. Dans l'espace Snøzelen, j'observe les sourires, les yeux qui se ferment, une meilleure harmonisation du tonus. La détente de la main, une extension possible des membres, un déposé de la tête ou du dos, tous des signes non-verbaux de détente, de bien-être et d'intériorisation. Bonjour Anne, merci pour ton invitation. Je suis très heureuse de partager autour des Sweet Papy et des Sweet Mammy. J'ai fait des études de prof d'éducation physique et ensuite je ne suis pas rentrée à l'éducation nationale. J'ai passé un brevet d'État qui m'a permis de donner des cours de fitness, gym douce et travail corporel. Et ensuite, je suis partie à l'étranger, en fait, où j'ai vécu 3 ans en voyage. Et ça a été un grand voyage initiatique avec la rencontre de plein de cultures différentes. Et puis voilà. Et puis quand je suis revenue, en fait, il y a eu un parcours dans le travail corporel, dans le spécialisé dans les pratiques chinoises, Qigong et Tai Chi Chuan. J'ai vécu 2 ans et demi à Taïwan, où j'ai étudié auprès de maître Wang Yanyan le Tai Chi Chuan et le chinois aussi à l'université de Taipei. Et en 2008, je suis rentrée à la maison de retraite à Arzac, proche de là où vivent mes parents, donc dans le Béarn. Et puis voilà, donc j'ai fait tout un cheminement personnel et tout autant que professionnel par rapport à cette approche Snøzelen qui a été mise en place en 2009 au sein de la maison de retraite. Et 2016, je suis devenue formatrice à temps plein sur les approches non médicamenteuses. Et aujourd'hui, je développe aussi une activité, je ne suis plus à temps plein, mais je développe une activité d'accompagnement au bien-être par le biais de la marche, du Qigong, de l'approche de la nature, la sylvothérapie, donc les bains de nature. Voilà, en fait, mon fil conducteur, ça a toujours été le prendre soin et de pouvoir prendre soin de moi, prendre soin des autres, prendre soin de la nature. C'est ce qui me motive aujourd'hui. Tu considères que tu as été aidante ? J'ai accompagné mes grands-mères et avec une grand-mère qui est encore en maison de retraite, la maison de retraite où je travaille et donc voilà, je suis très proche de Elle a quel âge ta grand-mère ? Alors ma grand-mère a 94 ans.
Alors, est-ce qu'à travers ce parcours, tu peux m'expliquer ce que c'est que la méthode Snozelen? En fait, la méthode de Snoezelen, c'est un mot un peu étonnant puisque ce mot vient de Hollande. C'est la contraction de 2 verbes qui sont imagés. Le premier, snuffelen, hein, si on essaie d'entendre un petit peu snuffelen, comment ça résonne, hein, il y a sniffer, renifler. Et en fait, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'exploration, de l'éprouver et de pouvoir être dans quelque chose qui est actif, en fait, hein. Ça va être plutôt une exploration active. Et ensuite, le deuxième verbe, doezelen. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans la douceur, dans cet état un petit peu de somnolence entre la veille et le sommeil. Dans cet état, on est plutôt dans un état passif, finalement, et on rentre dans un état de conscience. On peut rentrer dans un état de conscience modifié, et dans cet état-là, il y a des sécrétions d'hormones du bien-être qui arrivent. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir jouer dans les relations aux personnes, dans la relation et la communication avec la personne, de pouvoir faire des invitations sensorielles qui permettent d'interagir sur ces deux tableaux, donc le côté actif, le côté passif, et finalement d'établir une relation en fait, hein. Le maître mot, c'est la relation et la communication à la personne par le biais des sens, par le biais de la sensorialité. Alors, quand tu parles de la pratique en EHPAD, si j'ai bien compris, il y a quand même, pour Snozelen, il y a un espace aménagé. On n'arrive pas comme ça avec quelques objets uniquement. C'est vraiment tout un espace qu'il faut créer autour de la personne âgée, par exemple, en EHPAD. Alors moi, la manière dont je partage Snoezelen, à la suite aussi de Marc Thierry, en fait, avec qui je travaille, hein, par qui j'ai été formée, en fait, il a fondé l'école belge Snoezelen. Donc l'idée n'est pas d'être centré sur le matériel, mais véritablement sur la relation à la personne. Et donc avant tout, c'est plus une manière d'être, hein, que vraiment un matériel spécifique. Après, l'intérêt d'avoir en EHPAD ou dans une structure, hein, un lieu, un espace dédié, c'est de pouvoir sortir du collectif pour vivre une relation duel ou avec un tout petit groupe de manière privilégiée. Et l'intérêt d'avoir du matériel, en fait, permet de varier les propositions sensorielles, varier les environnements. La relation peut très bien se passer dans un espace dédié, une salle de Snoezelen, et qu'on l'appelle salle de bien-être, salle de voilà, de la manière dont ça peut être vécu dans l'institution. Mais ça peut être dans la chambre de la personne, ça peut être dans le jardin, ça peut être dans le village sous un arbre. Je veux dire, la sensorialité, elle est présente dans tout notre quotidien. Oui, parce que c'est vraiment multisensoriel, donc ça touche vraiment les 5 sens. Hein. Ben, les 5 sens, la proprioception aussi, on parle toujours des 5 sens, mais en fait, il y a aussi tout le côté vestibulaire, c'est-à-dire tout le côté que l'on retrouve chez le tout petit, déjà dans le ventre de la maman quand il tourne et qu'il fait des petites galipettes comme ça. Hein, donc on a tout ce côté vestibulaire effectivement au niveau de l'oreille interne qui est mis en jeu, qu'on va retrouver chez le petit quand on le balance et qu'on va retrouver dans les balançoires, les balancelles, les hamacs, les rocking chairs, tout ce vestibulaire que l'on oublie aussi qui est un sens à part entière, ainsi que la proprioception. Donc ce sont toutes ces sensations qui viennent de notre propre corps et qui nous permettent en fait de définir notre schéma corporel et finalement avoir la sensation de notre propre corps. Hein, la proprio propre, c'est nous, et ception, c'est le fait de sentir. Voilà, donc on parle toujours des 5 sens, mais c'est beaucoup plus élargi que ça. Mais merci de le souligner, parce que c'est vrai que moi, je partais toujours un petit peu sur ça et je pensais pas à tout ce que ça comporte et tout l'univers qui est autour de ça. Quand on a on va dire un espace ou un jardin multisensoriel, apparemment il y a quand même des équipements qu'il faudrait dont on parle dans les EHPAD quand ils arrivent à le mettre en place. On m'a parlé moi de lampes, d'éclairage coloré, d'un instrument sonore, de matière à toucher, d'instruments avec des parfums, enfin des objets avec des parfums, ou des sols ou des parcours qui sont un petit peu différenciés. C'est pour ça que j'insiste un petit peu aussi là-dessus, parce que pour les gens comme moi qui ne connaissent pas, il n'y a pas besoin d'en avoir un spécialement dans une pièce. C'est difficile parfois dans certaines EHPAD, comme ce sont des méthodes assez récentes, de pouvoir y consacrer une pièce. Lors des formations, effectivement, comme je visite quelques institutions, l'espace est quand même très, très restreint et les pièces peuvent vite devenir, quand elles sont disponibles, la nature ayant horreur des vides, hein, on se retrouve effectivement avec des pièces qui peuvent être surchargées, et nous on l'a vécu aussi. Hein. Les pièces que nous avons aménagées étaient, dans une des structures, il s'agit
c'est une salle de bain qui a été réaménagée, l'autre c'était une chambre d'accueil de jour, l'autre c'était le petit pavillon pour les personnes Alzheimer. Et donc en fait, voilà, on a essayé de réfléchir à quel aménagement on pouvait, quel espace effectivement nous pouvions dédier à cet accompagnement. Et ensuite, notre réflexion s'est étendue à tous les espaces en fait. C'est-à-dire comme dans notre maison, en fait, on a envie d'être bien dans notre cuisine, on a envie d'être bien dans notre salle à manger, être bien dans notre salon, être bien dans notre chambre. Et en fait, qu'est-ce que nous mettons en œuvre pour être bien dans chacun de nos lieux de vie? Effectivement, l'intérêt d'avoir la pièce, c'est que on sort du quotidien et on peut rentrer dans un monde extraordinaire par le biais effectivement de la création d'un environnement voilà, qui sort de l'ordinaire avec des fibres optiques, avec des colonnes à bulles, avec des disques à bain d'huile, avec tout le matériel effectivement spécifiques, mais aussi des petites lampes. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de petits objets en fait qui permettent de créer des ambiances avec des changements de couleurs, voilà, et qui coûtent quelques euros et qui permettent de suite créer un environnement différent en fait. Et donc, effectivement, le matériel, il est là, en fait, il est support de la relation. Il est un support et il est pas le but, en fait. Hein. On a une représentation, souvent, en fait, moi, quand je fais les formations, en fait, les personnes elles disent ah mais je pensais pas que ce snooze alone c'était ça parce qu'effectivement moi je pensais que c'était juste une salle, un espace dédié. Je dis mais quand vous donnez la main à quelqu'un et que vous venez simplement mettre votre main et que vous venez comme ça toucher la peau, que vous venez toucher le visage, vous êtes déjà dans la sensorialité. La sensorialité elle nous accompagne au quotidien. En fait c'est vraiment mettre en conscience ce que nous savons déjà. C'est toute cette sensorialité en fait sur laquelle on s'appuie dans le quotidien pour créer des moments extraordinaires et des moments merveilleux avec les gens en fait. Et puis on se rend compte que quand on crée un environnement, en fait, il y a des mémoires émotionnelles qui peuvent être touchées, que l'on peut rejoindre, et à partir de là, on va créer de la relation. À partir de ça, on va apporter du bien-être, apporter du réconfort, apporter de l'apaisement, créer voilà, une rencontre en fait. L'idée, c'est vraiment de créer une rencontre. Et comment? Comme quand on est chez nous, hein, nous invitons des amis, on crée une jolie table, on crée une atmosphère agréable, on allume le feu dans la cheminée. Et en fait, c'est vraiment cette idée-là. Et c'est sortir de l'idée que Snooze Alone est simplement du matériel. Mais j'entends aussi toutes les préoccupations que l'on peut avoir par rapport au matériel, parce que des fois, on peut se retrouver un peu submergé par ce matériel, qui coûte souvent très cher quand on le fait installer par les fabricants de matériel. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et en fait, on est un peu débordé. Et puis on se dit, ah, mais je fais pas du snooze alone parce que je n'ai pas d'espace dédié. Et ça, c'est bien dommage d'être dans ces représentations-là parce qu'elles sont limitantes, en fait. Et l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur la connaissance des personnes, sur qui elles sont, et sur des choses toutes simples, en fait. Ça peut être des feuilles, hein, ça peut être tout simplement des feuilles qu'on a ramassées dans le jardin, des fleurs qu'on a ramassées dans le jardin, des châtaignes, bon c'est pas trop la saison en ce moment, mais là en ce moment il y a les jonquilles, il y a les primevères, il y a voilà, et en fait déjà rien qu'à partir de ça on peut créer de la relation avec la personne. Et aujourd'hui en fait tu formes le personnel soignant, j'imagine en EHPAD, ou tu n'interviens que sur les résidents? Non, alors j'ai été accompagnante de 2008 à 2016, et puis après, bon, avec la création du centre de formation au sein de l'EHPAD, en fait, je suis devenue formatrice. Voilà, alors pendant le confinement, je suis revenue sur le terrain auprès des collègues et en pavillon Alzheimer. Mais sinon, je suis centrée effectivement sur les formations. Donc j'interviens pour des professionnels qui peuvent être en EHPAD, SIAD, ça peut être auprès de professionnels en milieu handicap, de crèche. Après, en soins palliatifs aussi, je suis intervenue sur un service de soins palliatifs. Voilà, donc aujourd'hui, ce qui est chouette, et ça arrive dans le sud-ouest, c'est qu'il y a un développement auprès de divers publics, un élargissement en fait du développement de cette approche. Et cette approche, comment est-ce qu'on se forme? Nous sommes allés 5 personnes, dont la directrice de l'époque de l'EHPAD, à Paris, auprès de l'Ordre de Malte. Et nous avons été formés pendant 5 jours auprès d'un collaborateur en fait, de Marc Thierry. Et ensuite, Marc Thierry est venu au sein de l'établissement. Donc, j'ai suivi toutes les formations d'initiation qu'il a proposées auprès des équipes de l'EHPAD où je travaille. Et ensuite, je suis allée en Belgique suivre les perfectionnements.
J'ai participé à des colloques aussi, des forums où j'ai fait des présentations en fait avec mes collègues aussi. Nous avons fait la présentation de comment Snoozeland est mis en place au sein de l'EHPAD. Et voilà, donc je continue en fait à suivre Marc Thierry. Je fais des formations en co-animation avec lui. Notre centre de formation s'adresse aussi à des personnes qui voudraient venir de manière individuelle. Un aidant peut éventuellement se former, parce que c'est important aussi éventuellement pour un aidant. Alors ça ne nous a jamais été demandé, mais oui, bien sûr, ça serait possible avec les besoins spécifiques de la personne qui viendrait. Et l'idée, alors aujourd'hui, les formations durent 3 jours en raison du manque de disponibilité, des moyens. Effectivement, qu'on rencontre dans toutes les institutions, manque de disponibilité des professionnels, avec toutes les problématiques renforcées encore aujourd'hui. Voilà, donc, mais effectivement, ça pourrait être ouvert à toute personne. Si j'ai bien compris ce que tu as mentionné, c'est quand même un mode de vie un peu différent, enfin une façon de penser différente. C'est plus empreinte de sensations, d'émotions, d'humanité. On parle beaucoup d'humanitude, de Montessori. Oui, bien sûr. Alors les méthodes que tu as citées sont des approches finalement humanistes. Bon, Montessori est plutôt basé sur l'éducatif avec les enfants. Voilà, nous sommes sur des approches humanistes, donc et l'humain reste l'humain avec 2 yeux, 2 oreilles, une bouche, voilà, un corps émotionnel, un corps mental, un corps sensoriel et en fait comment accompagner la personne dans qui elle est, pouvoir soutenir la joie et soutenir le vivant. Est-ce que tu pourrais me citer un exemple de ce que tu fais ou ce que ton équipe fait, par exemple en EHPAD? L'idée, ça va être de créer un environnement particulier. Alors en général, quand on commence avec une séance, c'est un petit peu une séance d'évaluation, de voir comment la personne réagit aux propositions, en fait, aux invitations qui sont faites. Donc là, ça va être déjà de pouvoir l'inviter à nous suivre, à être avec nous et à quelle invitation nous allons pouvoir lui proposer. Donc ça, c'est le premier temps. C'est toujours le temps de l'invitation et de comment on va susciter de l'élan et de l'intérêt chez la personne. En général, c'est bien de préparer un petit peu l'environnement parce que quand la personne elle ouvre la porte et qu'on ouvre la porte et qu'on rentre dans cet environnement, il y a quelque chose qui est un petit peu voilà, avec les yeux qui se et à l'intérieur de ça, mais comment on va pouvoir suivre un petit peu, accompagner, c'est vraiment l'idée d'accompagner et non pas de faire, n'est pas de faire, mais plutôt d'être dans des propositions. Donc ça va dire où est-ce que vous avez envie de vous installer, est-ce que vous avez vu, est-ce que je peux vous proposer, est-ce que voilà, s'il y a de la communication verbale, on va pouvoir accompagner dans la communication verbale, bien sûr, et puis après s'appuyer sur toute la communication non verbale pour sentir est-ce que cette relation, enfin cette invitation correspond à la personne ou pas. Est-ce que voilà comment si on voit que les sourcils se froncent, là on se doute bien que ce n'est pas forcément adapté. Oui, parce que c'est pas adapté à tout le monde. Il y en a qui refusent. Moi, très franchement, on a beaucoup de mal aujourd'hui avec mon Sweet Papy à l'amener à participer aux animations. Il refuse d'aller aux animations. Il dit moi je suis dans mon monde, laissez-moi tranquille. Alors il lit encore, donc il lit et il regarde la télé. Donc pour lui ça lui suffit. Donc ce type de méthode pour moi aujourd'hui ne lui plairait pas. Et là, ce dont tu parles, c'est vraiment la notion de singularisation, c'est-à-dire comment nous singularisons. Et c'est pour ça que c'est pas une technique en fait. C'est vraiment il y a une méthodologie avec des principes. Voilà, de créer un environnement qui soit sécurisant, de s'appuyer, enfin de comment on va veiller à se sécuriser et à sécuriser la personne que nous accompagnons. Ensuite, l'observation, développer l'observation, c'est-à-dire quels sont tous les signaux de la communication non verbale en fait qui nous permettent d'identifier si la personne elle est bien ou pas. Ensuite, de pouvoir créer de la relation à partir d'invitations qui soient adaptées au profil sensoriel de la personne, au profil sensoriel et au profil beaucoup plus global en fait de la personne. Et ensuite, établir une évaluation, partager en équipe, partager avec les familles pour créer une philosophie Snoozeland, pour créer cette dynamique et cette philosophie Snoozeland au sein de l'établissement et au sein de la relation avec la personne. Effectivement, nous sommes tous singuliers et donc comment nous allons pouvoir accompagner et juste être là pour la personne en fait, et pour les accompagner dans le bien-être et la bienveillance. Et j'entends tout à fait ce que tu dis de ton Sweet Papy parce que effectivement
bon, moi je vais parler de femmes, mais ou des hommes, hein, qui ont vraiment travaillé toute leur vie, et se poser, c'est inconcevable pour eux. Donc comment on va pouvoir, tranquillement, partir de qui sont les personnes pour, éventuellement les inviter à d'autres ressentis, à être nourris de ressentis tout le long de leur vie et jusqu'à la fin, en fait. Tu parlais un moment, juste à l'instant, de la famille. Est-ce que la famille est parfois, incorporée à ces dispositifs avec la personne âgée? Oui, moi j'ai vécu de magnifiques séances, en fait, où la famille était présente. Pour la famille, c'est important de savoir que dans une structure, dans une institution, en fait, où le collectif est très présent, qu'il puisse y avoir, des attentions, singulières pour l'être proche. La personne, elle peut se poser aussi. C'est pas évident, hein, d'évoluer en même temps que la personne, qui est dans l'institution, que le résident ou la résidente qui se transforme, qui avance, dans la maladie, où la communication verbale peut disparaître, où la reconnaissance, n'est plus là. Donc c'est compliqué, hein. Il y a vraiment des familles, j'ai vu une famille, par exemple, l'exemple d'une famille, qui fonctionnait beaucoup sur le mode, intellectuel, la culture, qui était beaucoup sur des échanges, intellectuels, et quand le verbal n'est plus là, comment ça se passe, en fait, hein? Et en fait, justement, l'approche Snoozeland nous a beaucoup aidés, dans cette, identification, en fait, du mode de fonctionnement sensoriel de la personne, et nous avons pu être médiateurs, d'une nouvelle relation, en fait, pour instaurer une nouvelle relation entre l'enfant, qui avait de plus en plus de mal à venir voir sa maman, et la personne accompagnée. Donc effectivement, c'est intéressant. Je veux dire, il y a peut-être des informations, c'est une collaboration, en fait, hein, au quotidien déjà dans l'accompagnement des personnes, hein. On essaie vraiment de créer un partenariat avec les familles, et dans ce moment-là, la personne, proche peut participer à la séance, et à ce moment-là, elle en retire du bénéfice aussi. En fait, avec un médiateur qui peut être là dans la relation à l'autre, aux proches, alors que la relation peut parfois être compliquée, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on ne sait plus, où la personne peut être très démunie, la famille peut être démunie, et elle peut vivre un temps, où elle se pose aussi, où elle en bénéficie aussi. Je pensais, moi, à l'exemple de l'aidant de la famille, qui a du mal à comprendre ce qu'on appelle le deuil blanc et la fin de la communication avec son proche, par exemple en maison de retraite, ou Alzheimer. Par ce biais de Snozelen, vous arrivez peut-être mieux à lui faire comprendre, à travers d'autres objets extérieurs, que l'aidant, le proche, peut communiquer avec, son père ou avec sa mère, âgée, qui n'a plus de communication. Tu m'as parlé du terme médiateur tout à l'heure, c'est Oui, exactement ça. oui, oui. Et une collègue intervenait, était aide-soignante, à domicile. Elle avait donc, suite à la formation, elle avait mis en place, des accompagnements, à domicile, et après elle invitait des personnes aussi à sortir, de la maison pour venir dans un petit local qu'elle avait aménagé, effectivement en espace, dédié. Et en fait, on se rendait compte qu'au départ, l'idée, c'était vraiment de s'adresser, aux bénéficiaires, en fait, à domicile, et que finalement, toute la famille, enfin le proche qui était là aussi pouvait en retirer bénéfice, et comprendre aussi qu'il y avait la possibilité d'œuvrer différemment. Mais comme c'est compliqué, en fait, quand on a connu une personne, avec, certaines capacités, que ces capacités évoluent, et ou s'étiolent, et en fait, comment apprendre à fonctionner différemment? Qu'est-ce que c'est compliqué, en fait? Et donc effectivement, c'est une sacrée démarche, hein, pour l'accompagnant aussi, de se dire, hein: «Bon voilà, la personne, elle est toujours là». Cette notion de deuil blanc, moi je trouve ça un peu bizarre quand même, hein. Voilà, il y a le deuil quand même, hein. Alors certes, on est dans des pertes et dans des deuils à faire, mais néanmoins la personne, elle est toujours là, quoi, hein, et comment on peut accompagner la vie qui est toujours là, dans des choses très simples. Et après c'est plus compliqué, parce qu'il y a tous les jeux affectifs, l'historique, dans les relations, et il y a beaucoup de choses qui se jouent, qui sont, de l'ordre d'un historique, et c'est pas toujours évident, de changer, de mode relationnel, quand il y a eu tout cet historique-là, hein.
on communique plus de la même manière avec mon sweet papy. On était très, très proches l'un de l'autre. On s'appelait tous les soirs par Skype. On se voyait depuis des années et des années. On était très proches. Et on est toujours proches. Mais là, je suis loin de lui. Moi, je suis à 600 kilomètres de lui. J'ai compris qu'il fallait pas que je me mette à son niveau parce que j'ai horreur de ce terme-là, mais qu'il fallait que je garde quelques éléments qui lui rappelaient que j'étais là. C'est-à-dire, il adorait les chatouilles, donc je continue à le chatouiller. Je trouvais que c'était important aussi qu'une personne extérieure, à travers Snowzellen, apprenne aussi à l'aidant en même temps qu'à l'aider, tous les petits dispositifs qu'il pouvait y avoir pour pouvoir communiquer. C'est une autre forme de communication. C'est vrai que le terme deuil blanc, il est horrible, mais c'est une autre forme de communication et c'est difficile d'arriver à se mettre à ce niveau-là. Voilà, la relation parent-enfant, où il y a presque parfois une inversion, c'est-à-dire que c'est nous qui nous occupons de nos parents ou de nos grands-parents. Et donc, comment toutes ces inversions peuvent être vécues, ces relations peuvent être vécues, et c'est parfois compliqué. Et là, ce que tu mentionnais aussi, c'est la connaissance de la personne et comment la famille a cette connaissance-là et comment on peut s'appuyer effectivement sur ses plaisirs et voilà, faire des chatouilles, mais c'est merveilleux. De pouvoir être dans la forme d'humour que peut avoir la personne, dans les formes de plaisir, de pouvoir nourrir les plaisirs en fait de la personne et après on ne sait pas, on ne sait pas le vécu intime de la personne. En fait, moi j'ai toujours foi en ce que la personne elle est vivante et donc comment on peut aller la rejoindre dans sa vie intime en fait. Et les proches, justement, quand nous sommes en institution ou à domicile, les proches connaissent parfaitement la personne et peuvent soutenir aussi. Et comment, du coup, c'est pour ça que je parlais de partenariat tout à l'heure, c'est comment on peut être partenaire en fait dans l'accompagnement. Et toi qui connais parfaitement ton sweet papy, en fait, comment tu vas donner des indications aux personnes qui sont dans l'EHPAD où il vit ou pour pouvoir dire, ben voilà, mais c'est ça qui est important pour lui, c'est ça qui est bon pour lui, c'est ça qui faisait sens pour lui. Après, on peut toujours changer et certainement que dans la maladie, on change, mais c'est comment on soutient la vie dans la personne, effectivement. Pensez à vous abonner pour suivre la seconde partie qui arrive très bientôt et qui sera sur le champ des visions, et avec un témoignage exceptionnel de Nadine, elle-même aidante.